Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2011-2012 de On s'en parle. Graduée de l'École des beaux-arts de Québec en 1967, elle a travaillé à Radio-Canada. Retraitée de l'Université du Québec à Montréal, et on pourrait continuer encore comme ça, encore beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois l'artiste que tout le monde connaît à peu près partout et surtout en Abitibi-Témiscamingue, de Palmarol, Madame Louisa Nicole. Madame Nicole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Nicole. C'est très gentil de votre part. À brûle pour point, comme ça, qu'est-ce qui vous a emmené à la peinture? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Non, tout simplement que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné au début des animaux. Mon père avait un très bon coup de crayon aussi. Mm-hmm. Toute petite, il me dessinait des chats, puis des poules, puis il avait un bon sens du dessin. Et puis, petit à petit, j'ai continué. Puis à l'école, ma période préférée, c'était le vendredi après-midi, les séances de dessin. Okay. Oui. Alors, j'ai suivi ma voie comme ça, sans me poser trop de questions. Il n'y a pas eu de tourment, quelle carrière choisir. C'était presque destiné comme ça. Est-ce qu'on peut dire que, bon, souvent, il y a des... Lorsque l'on est jeune, on est sur les bancs d'école, comme vous avez dit. Il y en a que, quand on a des moments libres à l'école, il y en a qui vont prendre un livre, ils vont lire. D'autres vont faire à peu près, ils vont prendre une carte, une map monde, vont étudier le monde. Louisa Nicole, elle, c'était de prendre un crayon et de dessiner. Ah oui, même durant les cours. Et même durant les cours. Oui. En fait, je perdais un peu le fil du cours, mais je dessinais, je faisais un peu les caricatures de mes copains de classe ou de la professeure. Ah oui. Je dessinais, je gribouillais dans les coins. Même, j'avais écrit un roman illustré, une petite histoire d'amour à l'âge de 12 ans. Ah, mon Dieu! Oui! Oui. Ah, mais c'est formidable, ça. Alors, c'est ça. J'avais peut-être un déficit d'attention pour les cours à cette époque-là. Il aurait appelé ça comme ça. Il aurait appelé ce qu'il appelle aujourd'hui, mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. Non. Donc, pour vous, c'était toujours dans votre optique à vous, le dessin. Oui. Pour vous, c'était... Et ça a commencé à quel âge? Là, vous dites 12 ans, vous avez fait comme une espèce de petite de roman BD. Illustré, oui. C'est ça, exactement. Mais ça je dessinais avant. Oui, c'est ça, justement. C'est à partir de très jeune. Oui. Moi, mes souvenirs, c'est le dessin. Et puis, aussi, quand j'ai eu 12 ans, j'ai lu la biographie de Rosa Bonheur, ce qui m'a fait comme décider qu'on pouvait vivre continuellement de ça. C'est la courte biographie de Rosa Bonheur dans la sélection du Reader's Digest qu'on recevait à la maison et qui parlait de sa vie. Et comme elle c'était une grande peintre animalière française, elle avait des chevaux, il y avait comme un tableau illustré qu'on retrouve aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York, qui s'appelle Les marchands de chevaux, qui illustrait la biographie. Et je me suis dit à 12 ans, on peut faire ça toute sa vie. Peindre des chevaux, dessiner des chevaux. Dans votre famille, est-ce que vous êtes la seule artiste peintre? Ou bien non, est-ce que vos parents dessinaient? Mon père dessinait un petit peu, mais c'était comme un petit hobby, là. Et puis, ma mère, elle aimait beaucoup la musique, elle avait son piano à la maison. Mais j'ai 2 autres sœurs qui ont manifesté de l'intérêt, qui ont fait leur cégep en art, comme les arts appliqués à Montréal à l'époque, le cégep et l'Université du Québec en art, mais qui sont dirigés après ça dans d'autres... Il y en a une qui était au gouvernement en cartographie ou pendant un certain temps en illustration, et puis une autre de mes sœurs est en administration maintenant. Alors, c'est administration culturelle, en fait, régionale. Madame Nicole, École Beaux-Arts Rosa Bonheur. Vous avez effleuré le sujet un petit peu tantôt. Pourquoi Rosa Bonheur? Mais justement, d'où vient ce merveilleux nom de Rosa Bonheur?
qui existe, Rosa Oui, Bonheur. oui, Rosa Bonheur a existé. Ah, et c'est ça, exactement. Elle existait Alors, au siècle... vous avez donné le nom de votre école par à cet rapport artiste-là. à cet artiste-là. Oui, je l'ai nommé à ce nom-là parce que à l'époque où Rosa Bonheur a existé, qu'elle a eu sa carrière, elle n'a jamais pu fréquenter les écoles de beaux-arts parce que c'était interdit aux filles. Ah oui? Oui. C'était seulement qu'en 1893-94, en France, que les filles ont eu la permission, l'autorisation de fréquenter les écoles de beaux-arts. Elle a toujours été un peu ce qu'on appelle fait l'école buissonnière, c'est-à-dire dans l'école ordinaire pour filles. Elle s'échappait pour peindre et dessiner. Et puis, quand m'est venue l'idée d'ouvrir l'école des beaux-arts comme une école pour vacanciers ici, là, à Val-Marolles, j'ai pensé à elle, j'ai dit, ça va être un peu sa revanche, ça va être un petit clin d'œil. Elle qui n'a jamais pu fréquenter une école de beaux-arts, elle va avoir une école de beaux-arts à son nom. Et voilà. C'est vraiment à rendre un bel honneur à ce moment-là. Parce que je lui en Mais pour vous, est-ce que c'était un modèle pour vous, Rosa Bonheur? Ben, c'est un modèle dans le sens que elle s'est engagée dans le domaine de l'art. Oui. Puis c'était tout un engagement. Et malgré toutes les embûches que les femmes avaient à cette époque-là. Hein, parce que la peinture, c'était juste aux hommes. Oui, oui. Elles avaient l'autorisation de faire des portraits dans leur maison. Le marché de l'art ne leur appartenait pas vraiment. Et il y a eu plusieurs autres femmes peintres en France, dont plusieurs portraitistes à la cour, mais elles avaient une carrière à l'intérieur d'un certain milieu, mais pas nécessairement au public. On parle de quelle année, madame? Ça, c'est dans les 1800. Dans les 1800. Le Rosa Bonheur est né en 1822, puis elle est décédée en 1899. Et on parle d'abord du 19e siècle à ce moment-là. Quand au 20e siècle, la femme a été reconnue à sa juste valeur, si on peut employer l'expression, que la femme pouvait peindre elle aussi? Bon, alors, Rosa Bonheur a été à ce titre-là une battante, une première, parce qu'elle a eu des contrats de l'État en France à l'âge de 34 ans. Okay. Ça veut dire autour des années 50, 1850. Il y avait les salons. Ça a été une des premières femmes à amener ses tableaux. À exposer. Oui, amener ses tableaux au Grand Palais à Paris, en fait, au grand stand d'exposition. Et c'était parce que les galeries d'art n'existaient pas encore à cette époque-là. C'était là où les gens pouvaient voir les productions des peintres et c'était surtout des commandes. Alors, elle a eu des commandes de l'État français, du gouvernement, et puis sa carrière, après ça, a débouché à l'international, en Angleterre surtout, et aux États-Unis. Alors, elle était une amie de Buffalo Bill, que tout le monde connaît. Ah, mon Dieu, ben oui. Ah, oui. Oui, hein? Alors, elle a peint des bisons, parce que Buffalo Bill faisait des tournées en Europe avec un cirque. Puis il y avait des chevaux, des bisons, des animaux que les gens n'avaient jamais vus. Entre autres, des chevaux Appaloosa qui surprenaient tout le monde. C'est des chevaux avec des petites mèches picotées sur le dos. Et c'était comme des chevaux à poids, hein, un peu. Mais il y avait surtout, il y avait des chevaux marbrés aussi, mais Appaloosa, ça vient d'une région amérindienne des États-Unis où les chevaux se sont mélangés, toutes races confondues. Et lui avait ces chevaux-là, puis il en a donné un à Rosa Bonheur. Ah, mon Dieu. On va parler aussi, Madame Nicole, de Galerie 109 Arts. Oui, la galerie... Parce qu'on parle de 100, là, c'est pas SANS, là, c'est SANG. Ah, c'est comme du 109. C'est comme des nouveaux peintres, hein, dans la région. C'était un des premiers centres de diffusion privés en Abitibi. En 84, lorsque la galerie a été fondée, la Maison de la culture de la Sarre et la bibliothèque de la Sarre n'étaient pas construites encore à ce moment-là. Et en fait, avec mon associé Raymond Marius Boucher, qui est originaire de Palmarolle aussi, qui est un scénographe qui enseigne à l'Université Concordia à Montréal maintenant,
Et puis, on a ouvert cette galerie-là pour diffuser les artistes d'Abitibi. Et puis, c'est ma deuxième galerie, en fait, parce que la première était à Amos, avant que j'aille faire mes beaux-arts. Ah, okay. En 61, 62, 63, j'ai eu une première galerie d'art à Amos. Est-ce qu'on peut dire que vous avez véritablement aidé à mousser, à donner un élan à la culture chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Ben, c'est difficile à dire, mais je trouve que dans la région de l'Abitibi-Ouest, il y a beaucoup, beaucoup de talents qui sont développés ou qui sont faits connaître depuis ce temps-là. Et d'ailleurs, si j'ai commencé une école d'art, c'est grâce à quelques artistes de la région, des artistes en herbe, dont Jocelyne Caron, Suzy Tousignan et Carmen Branconnier, qui m'ont demandé, au moment où j'ai ouvert la galerie d'art quelques années plus tard, de leur donner des cours. Okay. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi pas compléter l'offre artistique par des cours en fondant l'École Beaux-Arts Rosa Bonheur. Madame Nicole, avant d'aller parler là, des expositions que vous avez faites déjà. Moi, j'aimerais que l'on montre... On va commencer ici, si vous me permettez. On va demander à la caméra d'aller chercher, parce que moi, je trouve... Ben, toutes vos peintures sont belles, Madame Nicole, mais mon Dieu qu'il y en a. Puis après ça, moi, je vais vous poser la question suivante. On va juste attendre un peu, là. Steven, il va aller chercher... Bon, OK. Ici, là, on a... Quelle magnifique bête! Ça, c'est un portrait d'un cheval, c'est comme un poney Shetland, et puis c'est le portrait d'un poney qui... En fait, moi, je faisais du croquis à l'extérieur, dans un endroit où... dans un champ, puis ce poney-là était là, et j'ai fait le croquis à la plume pour le garder en mémoire, et après coup, je l'ai décidé au complet, et j'ai fait aussi son portrait. OK, on va serrer celui-là, puis je vais vous demander de faire pareil avec l'autre peinture, comme ça ici, on va demander... Bon, OK, on va demander à Steven d'aller chercher un gros plan ici. Bon. Alors ça, c'est le cheval de plomb. C'est un frison. En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup les chevaux en hommage à Rosa Bonheur, parce qu'en 99, c'était l'année, je voulais commémorer le décès de Rosa Bonheur, le centenaire du décès de Rosa Bonheur, avec une exposition de chevaux qui a eu lieu, qui a fait une tournée au musée de Mont-Saint-Hilaire, qui est allé à Laval, comme elle était. Qui a fait la tournée à Sherbrooke. Et c'était des chevaux, puis ça fait la tournée aussi en région ici. Et c'était une exposition avec 22 autres peintres aussi qui ont complété l'exposition en tournée. Et puis c'était une exposition qui a été initiée à la galerie à Palmara, la galerie Sannefort. Et puis, les grands chevaux grandeur nature, c'est des tableaux grandeur nature, les chevaux complets, là. C'est tout au crayon Prismacolor, sur papier d'emballage, les papiers craft. Et ça, c'est tout, j'en avais à peu près 7-8 chevaux, grandeur nature, plus d'autres chevaux de plus petit format. Dites-moi une chose, Madame Nicole. Pourquoi les chevaux? Mais vous faites tellement de beaux chevaux, c'est incroyable. Est-ce que c'est une passion, le cheval, pour vous? Bien, moi, j'aime beaucoup l'animal. Mon père avait des chevaux sur la ferme, des gros Clydesdale, des gros chevaux avec des pattes blanches. Les chevaux de traits, là. De traits, exactement. Où ils ont les pattes aussi grosses que les pattes le cou quasiment, là. Exactement, oui. Des chevaux qui sont forts. Oui. Et puis aussi, ben, souvent dans mes dessins, depuis toujours, j'ai travaillé le cheval comme thème en complément avec les humains. Alors, j'ai fait beaucoup de dessins. Ils reviennent souvent dans ma production, les chevaux. Et c'est un être que j'aime beaucoup, comme force, comme élégance, puis aussi comme intelligence, et comme communication avec nous. Hein? C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et même, on fait de la thérapie avec les chevaux, parce qu'on dit que le pas du cheval est conforme au pas humain, etc. Quand on étudie un peu ça, là, on en est rendu qu'on fait de la thérapie chevaline, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, le cheval est une bête vraiment extraordinaire.
Madame Nicole, vous avez exposé à Montréal, à Québec, en France, au Japon. Comment on en vient à exposer dans ces grands pays-là, comme la France et le Japon, entre autres? Comment on en vient Mais c'est des à ça? circonstances de la vie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des rencontres avec un galeriste ou avec quelqu'un qui s'occupe de la diffusion de l'art, par amitié, souvent par estime du travail commun. Et la personne qui m'a amené au Japon, entre autres, c'était un type qui a travaillé longtemps pour Air France, qui était dans le développement culturel et qui organisait des grandes expositions internationales, qui voyageaient et en France et au Japon, dont j'étais une des participantes, sur un grand nombre de participants aussi. Et puis après ça, quand j'ai exposé dans le sud de la France à Sauve, c'est entre autres encore, il y a plusieurs années, j'ai connu à New York un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, qui est un Français, qui s'occupait du développement à Harlem, à East Harlem, dans les années 70. C'était vraiment dans le temps des Black Panthers, qui était un architecte urbaniste qui faisait du développement urbain dans Harlem, qui est allé en Afrique aussi, qui vit en France, puis qui était intéressé aux arts, qui aimait beaucoup ce que je faisais et qui m'a amené exposé à sa galerie. Okay. Alors, c'est des liens comme ça, d'estime, d'appréciation mutuelle. Comment, il y a une question de langue aussi dans ça, Madame Nicole. C'est sûr qu'elle est exposée en France, que ce soit dans le sud de la France, on parle de la France en général, il n'y a pas de problème de langue à ce moment-là. Mais lorsque on s'en va exposer au Japon. Mais il faut dire que le monsieur qui s'occupait des expositions au Japon, Monsieur Magori, est un francophile. Ah, OK. Alors, il travaillait pour Air France, donc il parlait très bien le français. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la France et toutes les régions françaises à travers le monde. Okay. Alors, c'est un lien qui est appréciable. Qui nous facilitait les choses aussi. Hein. Comment on se sent lorsque on vient, on est abitibienne, puis là, on arrive puis on s'en va exposer, que ce soit en France, que ce soit au Japon. On s'en va outre-mer, exposer outre-mer. Comment on se sent lorsque l'on arrive dans un pays comme ça, qu'on se dit, moi, je viens du Québec, je viens de l'Abitibi, puis je m'en viens exposer mes œuvres outre-mer? Bien, c'est une belle occasion, puis c'est plein d'émotions aussi de découvrir un nouveau public, puis aussi entouré de l'amitié et de l'appréciation de ceux qui m'amènent là. Oui, exactement, parce que seul, on ne peut pas y aller seul, là, c'est sûr. Non, on ne peut pas y aller seul. Dans le fond, les carrières, c'est une question aussi de lien, de contact, d'amitié, d'appréciation mutuelle. On ne peut pas défoncer les portes non plus, hein. Alors, ça se fait graduellement. Puis il y a des gens qui sont plus influents que d'autres, qui nous amènent peut-être plus loin. Alors, c'est intéressant. Le Japon, malheureusement, j'ai pas pu y aller au moment de l'exposition, parce que c'était une exposition de groupe, entre autres. Okay. Mais parce que aussi, c'est très dispendieux y aller. Puis, il y en a plusieurs de mes compagnons d'exposition qui sont rendus là. C'est un jour, je vais aller visiter sûrement M. Magori à Tokyo. Et puis, alors c'est ça, c'est que j'y suis pas allé, mais je suis allé à plusieurs reprises en France. Vous avez effleuré ce sujet tantôt et j'aimerais revenir, Mme Nicole, si vous me permettez. Tableau réalisé au crayon Prismacolor sur papier craft marouflé. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que des crayons Prismacolor, on allait à l'école, puis on avait des crayons Prismacolor. Oui. Fait que vous travaillez avec des crayons. Oui, mais les crayons Prismacolor, pour l'école, c'était des crayons bas de gamme. Oui, sûrement. Avec très peu de pigments pour la couleur, mais beaucoup de liants qu'on pourrait qualifié presque au bord de la cire. Alors, tandis que les crayons... Ce n'est pas pareil. Non, c'est des Prismacolor, mais professionnels, avec beaucoup plus de colorants dedans, beaucoup plus de coloris et de pigments.
Vous prenez ça où, ces crayons-là? Ben, dans les marchands de couleurs. Tout simplement, oui. Oui, comme moi, je pourrais aller en chercher aussi. Oui, Fontaine des Arts, Omer de Serres. OK. C'est un crayon qui se vend... Encadrement des CED à Montréal. OK. Puis quand vous parlez sur papier craft marouflé, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des papiers d'emballage qui vendent en rouleau. Comme vous aviez dit tantôt, là. Oui, qui vendent en rouleau. Moi, je prends des fois le papier qui a été déjà utilisé, parce qu'il y a des plis, il y a il y a de l'âge un peu, mais aussi, j'achète des rouleaux neufs de papier d'emballage dans différentes épaisseurs, et je travaille là-dessus. Et puis aussi, j'explore un petit peu le côté, parce que souvent, le bon papier il est trop grand ou pas assez grand, je suis obligé d'ajouter. Donc, j'explore un petit peu la déchirure aussi. Donc, ce n'est pas du neuf. Vous ne voulez pas travailler, c'est du neuf, mais vous ne voulez pas qu'il paraisse neuf. Autrement dit, vous voulez chiffonner un peu. Pas toujours. Pas toujours, non. Parce que ça dépend de ce que je veux faire. Okay. Il y a des papiers, des fois, que je rencontre quand je déballe, puis qu'il y a un papier qui est un peu plus orangé, mais dans le même type de papier craft, mais qui est un peu coloré différemment. Puis lui a été utilisé, puis il m'inspire quelque chose. Alors, je vais le garder pour un travail qui va m'inspirer. Vous parlez de l'inspiration. Moi, je reçois ici beaucoup d'artistes, je reçois des auteurs. Bon, l'inspiration. Un matin, vous vous levez, puis vous ne faites absolument rien parce que vous n'êtes pas inspiré. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ah oui, c'est possible. Parce que pour faire une peinture comme les 2 chevaux que vous avez... Mais on n'a pas d'inspiration par matin non plus, là. Non, ça veut dire que... Il y a comme une espèce de chemin qu'on fait dans une idée qu'on a eue peut-être il y a 1 mois, puis que chaque jour, on s'applique à rentrer dans ce chemin-là, où parfois, on ne sait même pas où il va nous mener. C'est vraiment là comme une piste, une première piste. Puis à force de travailler, on découvre des choses en faisant. Exactement. En vous mettant au travail, vous découvrez autre chose. L'inspiration vient au fur et à mesure, c'est ça? Oui, l'inspiration, il y a peut-être un petit déclencheur au début. OK, oui. Et après ça, on pousse dessus jour après jour dans le travail. Puis le petit déclic qui s'est passé se complète à mesure que le travail s'exécute. Quel est le laps de temps qui peut se passer entre la dernière fois que vous avez peint et l'autre fois d'après? Est-ce qu'il peut se passer... ça, c'est variable. Ce n'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est l'inspiration encore. C'est l'inspiration ou l'énergie, ou bien être dérangé par des choses quotidiennes comme, je sais pas moi, un être de sa famille qui est malade. Donc, à ce moment-là, il y a des choses qui sont dérangeantes là, par rapport à la création. Okay. Mais, en principe, en fait... le chemin est tracé par ce petit déclic-là qu'on creuse. Peut-être une question bizarre, là, mais je vous la pose pareil. Êtes-vous plus inspiré, moi je parle par la nature, là. Est-ce que vous êtes plus inspiré l'été que l'hiver? Là, je viens de vivre une expérience la première année en Abitibi. Je découvre que la neige est blanche parce qu'à Montréal, oui, elle n'est pas tout à fait pareille. Elle tombe pareil, mais la couleur diffère des fois. Le résultat n'est pas le même. n'est pas le même, oui. Et j'ai fait beaucoup de photographies de la neige, des arbres enneigés, du brouillard, du verglas, des frimas, de toutes sortes de choses sur les arbres. Des animaux comme les vaches, des vaches de boucherie qui sont dehors l'hiver, dans la neige, ça fait comme une découpe très intéressante, les contrastes noir et blanc. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va me donner, mais ça m'a inspiré. Okay. Mais c'est pas encore transformé en dessin. C'est pas transformé c'est encore en ici, tableau. là. C'est dans, c'est en vous, là. Oui, et c'est dans mon appareil photo aussi. C'est ça. Mais je l'ai mémorisé en appareil photo, mais je n'irai pas copier mes photos. Mais je vais voir qu'est-ce que ça me donne comme résultat après quand je vais le transposer. Ça veut dire que vous pourriez prendre cette photo-là, mais ici, vous allez dire, bon, OK, moi, là, je pourrais faire telle chose avec ça. Et non pas la copier, là, comme vous dites. C'est que l'inspiration, disons, des arbres engivrés, je vais
probablement m'en servir mentalement pour essayer de voir qu'est-ce que je peux donner comme résultat en tableau avec ça. La même chose aussi avec les meules de foin. Il y a des meules de foin qui traînent dehors puis qui ont eu de la neige dessus. Oui, ça, c'est assez intéressant comme matière aussi. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que c'est un objet que j'aimerais faire le portrait de cette meule de foin-là. Mais là, je ne sais pas comment la faire encore. Ça va venir. Ça va venir. Oui, mais c'est ça l'inspiration. C'est que tu as un appétit pour. Vous pouvez voir une meule de foin, comme vous dites, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, ça ne vous dira rien en peinture, de la peinture. Et un bon matin, vous dites, c'est ça. Tel éclairage. C'est ça que je vais faire. Sous tel éclairage, tel contraste. Puis tout à coup, j'ai une petite clé là, qui vient d'ouvrir. On a parlé des chevaux. Je sais que vous avez fait beaucoup de chevaux. Ils sont vraiment formidables aussi. Mais vous faites aussi, quand vous dites dans les sujets préférés, le corps humain, son regard et son geste épuré. Oui. Ben, c'est quand je fais du modèle vivant, croquis rapide modèle vivant. C'est-à-dire qu'il y a un modèle professionnel qui pose et devant un groupe la plupart du temps parce que ça dure 3 heures d'exercice, et c'est des pauses de 2 minutes, un peu comme un danseur qui va changer de pause aux 2 minutes. Alors, c'est du croquis rapide. Il s'agit de saisir au maximum le mouvement, le côté vivant, la vitalité de cet être-là, et c'est le modèle nu, la plupart du temps, parce que les parties du corps, la gestuelle, le mouvement du corps nous demandent d'être précis, tandis que le vêtement camoufle le geste, camoufle l'état du corps, la morphologie corporelle. Dans le sens que je pourrais dire qu'un arbre, si c'était un arbre que je décidais, la branche pourrait être plus longue, mais l'arbre n'aurait pas l'air infirme. Tandis que si mon bras est mal accroché à l'épaule, le personnage va avoir l'air infirme. Ça veut dire que les modèles qui sont pris comme peinture ne sont pas biais? Pas toujours. Ça veut dire que les modèles vivants qu'on prend pour exercice de croquis modèle vivant, eux posent nus pour qu'on ait toute la charpente du corps. Les hanches, ou la flexion des genoux, la musculation de la cuisse ou de la jambe, la flexion du dos, l'attitude de la tête, le corps. Mais faut le voir pour pouvoir Après ça, on peut habiller, mais une structure qui est exacte. Madame Nicole, en terminant, il reste 1 minute. Ceux qui voudraient avoir des cours, etc., ont à communiquer avec vous, c'est ça ici? Visitez le site www.rosabonheur.com. C'est le site de l'école avec la programmation de cet été en encaustique avec Jocelyne Caron, perspective euclidienne. Il y a yoga collage avec Eliette Aubin, Martine Savard en peinture, composition et couleur. Et moi, je donne aussi dessin, modèle vivant. Il y a l'atelier libre de portrait le 24 juin jusqu'à la fête de nos voisins. OK. Alors, on peut vous rejoindre aussi au 819-787-3047 à Palmarolle. À Palmarolle, oui. Madame Nicole, merci infiniment de vous être prêtée à cette émission. Continuez votre très beau travail, c'est vraiment extraordinaire. Puis aussi, vous enseignez. Alors, vous continuez à bien porter la culture chez nous, puis on vous en félicite, madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'était la dernière émission de la saison 2011-2012 pour On s'en parle. Alors, passez un bel été. Soyez très prudents. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.